assassinat dans un village. Les autres, ils ont brûlé. Et la garde à vue continue. Voilà les questions auxquelles devra répondre l'IGF. Talk about a bad week. Pas de mobile, pas de suspect, aucune piste officielle. Au sommaire de cette édition, notre enquête à Strasbourg sur une jeune femme brûlée par son compagnon. Si j'avais su, je serais partie bien avant. Magali est brûlée à 63%. J'évite de mettre trop en décolleté ou trop en manches courtes. L'homme qui l'a immolée et son complice comparaissent devant la cour d'assises. Quel sera le verdict des jurés? La vérité est là. Maintenant, elle fait mal. Faut pas oublier que j'ai une cliente qui a eu mal. Énormément mal. Rebondissement dans l'affaire de la petite Élise, kidnappée tour à tour par son père français et sa mère russe. Je pense que vraiment la bonne solution pour que Élise ait une vraie relation avec sa mère, y compris à passer du temps en Russie, c'est que j'obtienne l'autorité en France et que je l'obtienne en Russie. Le juge aux affaires familiales appelle à la médiation entre les deux parents. Moi, je n'abandonnerai pas mes enfants. Jamais. Je regrette que cette histoire, il est compliqué comme ça. Docteur Diablo, à Caracas, au Venezuela, cet avocat poursuit ceux qui ne remboursent pas leurs dettes. On fait appel à nos services parce que les gens cherchent ça. L'humiliation publique. Le déshonneur. Une technique efficace, 80% des mauvais payeurs acceptent de régler leurs dettes. Un procédé légal au Venezuela, mais interdit en France. C'est ridicule tout ça. C'est pas normal de venir chercher l'argent comme ça. Il y a d'autres façons de le faire. Faut parler et trouver un accord. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Mais d'abord, notre enquête sur une jeune femme, victime de la barbarie. Cette jeune femme de 24 ans a connu l'horreur. Elle a été brûlée vive par son compagnon, jaloux. Elle a échappé de justesse à la mort. Aujourd'hui, elle ose revenir sur les lieux du drame. C'est où? C'est juste là, le bâtiment. L'enfer de Magali a eu lieu dans cette cité d'Illkirch-Grafenstaden, dans la banlieue de Strasbourg. C'était il y a 2 ans, une nuit de janvier 2007. À quel étage? C'est tout en haut, c'est derrière le sapin en fait. Cet appartement est celui d'un ami, Emmanuel. Ce soir-là, 3 personnes sont présentes. Magali, son compagnon et leur hôte, Emmanuel. Tout est allé très vite. En fait, je me suis levée, je voulais partir. Et à ce moment-là, il m'a attrapé et il a demandé à Emmanuel de me tenir. C'est là qu'il a pris l'alcool à brûler et qu'il m'a aspergé. Et après? Ben après, il a pris un briquet et il m'a allumé. À quoi tu penses? Ça me... J'ai l'estomac tout. Aujourd'hui, Magali vit seule dans un petit 2 pièces du centre de Strasbourg. Son corps est une immense cicatrice. Elle est brûlée à 63% au dos, aux jambes, aux bras et à la poitrine. Dans son appartement, elle a enlevé tous les miroirs. Elle n'a gardé qu'une seule glace dans la salle de bain. Je me regarde quand même un minimum dans le miroir, quoi, mais c'est vrai que j'évite. Vous cachez votre corps? Ouais, j'évite de mettre trop en décolleté ou trop en manches courtes. Je mets des manches 3/4 par exemple qui vont jusqu'au coude, mais pas plus.
Sa vie de femme est gâchée par une violence conjugale atroce. On se disputait beaucoup à cause de mon passé. Il était jaloux de ce que j'avais fait. Enfin, jaloux, pas jaloux, mais je sais pas, il était raciste. Puis moi, j'avais eu des aventures avec des gens, des étrangers. Donc, quand il a appris, il n'a pas supporté ça. Il voulait me désinfecter par rapport à mon passé. Vous avez des regrets aujourd'hui? Lesquels? De l'avoir rencontré. Si j'avais su, je serais partie bien avant. Palais de justice de Strasbourg. Le procès de ces tortionnaires s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises. Magali redoute la confrontation, mais déjà devant l'entrée du tribunal, elle se retrouve à quelques mètres à peine d'Emmanuel, l'homme qui ce soir-là l'a tenue de force. Il fume tranquillement sa cigarette en attendant le début de l'audience. Il comparaît libre au procès, ils ne s'échangent aucun regard. L'avocat de Magali tente de la soutenir. Elle est en train de revivre quelque chose, elle sait que ça va être encore beaucoup plus dur, mais je crois qu'elle a assez de recul pour comprendre qu'il y a une justice qui va être rendue et qu'elle aussi va s'exprimer. J'en suis persuadé. Magali va tenter de comprendre pourquoi son ancien compagnon a-t-il commis un tel acte. Dans le box, deux accusés. À gauche, l'ancien compagnon de Magali, Vincent, 29 ans. À droite, Emmanuel, 35 ans, poursuivis tous deux pour actes de torture et de barbarie en réunion. Vincent risque jusqu'à 20 ans de prison, car il a déjà un casier et il était le concubin de la victime au moment du drame. Tout au long de cette première journée, la Cour va revenir sur les faits. Que s'est-il passé dans la nuit du 5 au 6 janvier 2007 ? Ce jour-là, une fois de plus, le couple se dispute. Il est 23 h, Vincent boit depuis le matin. Et comme d'habitude, il reproche à Magali ses anciennes relations sentimentales. Magali veut s'enfuir, il la retient de force et intime l'ordre à Emmanuel de la maintenir par les bras. Vincent va dans la cuisine et prend sous l'évier une bouteille d'alcool à brûler. Il la verse méthodiquement sur Magali, sur les épaules, le dos, sur son pull. Puis il met le feu avec son briquet. Magali se précipite dans la salle de bain. Elle s'asperge d'eau pour s'éteindre. Lorsqu'elle ressort, ses cheveux sont encore en flammes. Paniqué, Vincent lui ordonne d'appeler le SAMU et de mentir. Et qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que c'était moi qui m'étais fait ça, parce qu'il m'avait dit de dire que c'était moi qui m'étais fait ça. Pourquoi? Pour pas qu'il aille en prison. Lorsque Magali raccroche, les deux hommes s'enfuient. À l'arrivée des secours, elle raconte qu'elle a voulu se suicider. La douleur est telle que les médecins plongent Magali dans un coma artificiel avant de l'emmener d'urgence dans un hôpital pour grands brûlés en Allemagne. Pendant 7 mois, la jeune femme va vivre un enfer. Soins intensifs, greffe de peau, rééducation, dans d'atroces souffrances. Pour les besoins de l'enquête, Magali a été examinée par le docteur Géraud, médecin légiste. C'est elle qui va décrire au juré la gravité des brûlures. Car la Cour doit comprendre en quoi l'immolation est un acte de torture et de barbarie. Ces lésions, je veux dire, aussi importantes, qui touchent autant de surface corporelle, avec des lésions profondes qui ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales avec des greffes de peau. Ça, c'est vraiment une situation où la rééducation est longue, difficile et extrêmement douloureuse. Donc c'est ça l'acte de torture et de barbarie, c'est-à-dire que vous avez une souffrance majeure, aiguë, qui est extrêmement importante. À la demande du président, les photos prises par le médecin sont projetées sur grand écran. Elles montrent le corps brûlé de Magali. Un spectacle insoutenable
à tel point qu'une des juges s'évanouit. L'audience doit être suspendue. Il y a quelqu'un qui a eu un petit malaise. Vagal. Ah oui, malaise vagal. À cause de quoi? Des photos. Je pense que les photos, c'est quand même... Pour des magistrats d'expérience, l'incident est pourtant inhabituel. Eh bien, je crois que il ne faut jamais perdre de vue que les photos que l'on prend à l'égard des gens brûlés, on n'imagine pas, on ne sait pas ce que c'est être brûlé. Et quand on voit ça, effectivement, c'est très douloureux. Les émotions prennent le dessus. Le jury commence à réaliser que la souffrance de Magali est bien plus qu'une souffrance physique, car toute sa vie, elle devra supporter son corps abîmé. L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. La cour s'intéresse à présent à l'accusé. Vincent raconte sa mère malade, son père mort quand il avait 13 ans, puis l'enchaînement de la drogue, de l'alcool, de la violence. Ses affinités aussi avec des groupes d'extrême droite. Sur les faits, il répond au président avec arrogance qu'il ne voulait pas brûler Magali. Il essaye de nous faire croire que c'était impulsif. Ouais, mais non. Il a été pompier volontaire. Il sait ce que c'est de l'alcool à brûler. Enfin, même sans être pompier volontaire, on sait que c'est une substance inflammable. Il y a une petite flamme sur les bouteilles. Et après, il prend un briquet. C'est pas juste pour lui faire peur. Il l'a approché à 2 cm. Madame l'avocat général lui a demandé de préciser la distance. 2-3 cm, c'est très très proche. Il pouvait pas imaginer qu'elle prendrait pas feu. Comment expliquer un tel geste quand on se prétend amoureux? Car Vincent prétend avoir aimé Magali. Ils se rencontrent au pied de l'immeuble où vit la mère de la jeune femme. Très vite, ils forment des projets. Mais 4 mois à peine après leur rencontre, la jalousie maladive de Vincent le pousse à l'irréparable. Pourtant, il continue à lui déclarer son amour. Une semaine après cette nuit tragique, alors que Magali est encore dans le coma, il lui écrit, depuis la prison. Mon cœur, tu es la femme de ma vie, mon rayon de soleil par temps de pluie. J'espère que tu es toujours d'accord pour que l'on se fiance et que l'on se marie pour construire une vie de famille. Et il termine sa lettre par « Je t'aime, mon cœur, tu me manques, rétablis-toi vite. » Pour Magali, l'audition des accusés est traumatisante. À la fin de cette première journée, elle a beaucoup de mal à formuler une parole. Vous les avez regardés? J'ai évité, pas trop, un peu. Et vous en regardez? Je sais pas. Deuxième jour du procès. Comme pour se protéger des regards, Magali porte ce matin un col roulé. Aujourd'hui, les témoins vont se succéder à la barre. L'ex-compagne de Vincent, la mère de sa fille, est appelée en premier. Elle s'approche de Magali, émue, les 2 jeunes femmes osent à peine partager leur cauchemar. C'est important pour vous de lui parler? Très. Très. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, c'est... Ouais, quelque part, je me dis que c'est moi qui aurais dû être à cette place. Enfin, c'était pas une autre d'empathie, quoi. C'était pas une autre d'empathie. Qu'elle aille de l'avant et que justice soit rendue, quoi. Enfin, parce que c'est dommage qu'il a fallu en arriver là pour qu'enfin qu'il soit reconnu comme quelqu'un de dangereux. Vous pensez qu'il a agi avec Magali comme avec vous? D'après ce que j'ai entendu, oui. C'est-à-dire, c'est quoi le scénario? C'est similaire, c'est toujours pareil, c'est de la séduction, c'est de la mise en confiance et puis une grosse trahison. La cour. L'audience est ouverte, veuillez vous asseoir. À la barre, le témoignage de la jeune femme est accablant. Avec une matraque, il me tapait sur les tibias. Il avait un sabre et menaçait de me trancher la gorge, explique-t-elle au juré. Elle réussit à échapper à son bourreau car ce jour-là, raconte-t-elle, il avait oublié de fermer les portes. Magali, elle, n'a pas eu cette chance. C'est la fin de l'audience. Elle est bouleversée.
Magali Duchesne a été extrêmement choquée par tout ce qu'elle a entendu, puisque je n'avais pas lu les dépositions des ex-compagnes de Vincent Stupfler. Et elle a vraiment été très perturbée. Il faut dire que vous l'avez entendu comme moi. C'était vraiment choquant. Maintenant, on sait un peu plus de quoi est capable cet homme. Et moi, j'ai le sentiment que Magali, ça a été un peu l'apogée de sa violence. Et que surtout très important, les deux jeunes femmes, vous avez entendu, elles ont dit qu'elles ont réussi à s'évader de son emprise. Elle n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient deux. Je pense qu'elle voulait partir. Il l'a retenue, l'autre. Et c'était foutu pour elle. Et c'est justement l'autre, le complice, qui intéresse à présent la cour. Emmanuel est appelé à la barre. Analphabète, son intelligence semble limitée. Il apparaît craintif. Il reconnaît avoir tenu Magali pendant que Vincent lui mettait le feu. En sortant de l'audience, sa propre famille est désespérée. Ça me choque énormément. Vraiment énormément, parce que je ne connaissais pas Manu aussi bête. Il m'avait dit comme quoi c'est son copain qui lui avait mis le feu, mais il m'avait jamais dit qu'il lui avait tenu les mains. Je l'ai appris là, au tribunal. Est-ce que vous avez maintenant compris ce qui s'est passé? Non, je comprends toujours pas, vu qu'il n'est pas comme ça. Il n'est pas comme ça. Il a toujours peur, il est très calme, donc je comprends pas pourquoi que ça s'est passé. C'est tout. Dernier jour du procès. Ce matin, la cour se penche sur la personnalité des accusés. Les experts psychiatres décrivent Vincent comme un psychopathe. La violence est pour lui quelque chose de banal dans un couple. Il ne supporte pas l'idée d'être abandonné par ses compagnes et serait extrêmement jaloux et possessif. Unanime, les experts le considèrent comme un être dangereux pour la société. Leur désaccord concerne le cas du complice. Était-il sous l'emprise de Vincent? Avait-il conscience de l'acte horrible qu'il a aidé à commettre? Au niveau de la compréhension, de l'expression, de la mémoire et de l'orientation, il n'y a pas de trouble significatif. Ce qui veut dire qu'il est intégralement apte à la sanction pénale du point de vue psychiatrique. C'est maintenant l'heure du réquisitoire de l'avocat général. Elle demande 25 ans à l'encontre de Vincent, une peine plus lourde que les 20 ans prévus par le code pénal. Pour son complice, elle requiert 3 ans ferme. Ensuite, Maître Nakache va plaider au nom de Magali. Il se tourne directement vers les accusés. « J'ai attendu un seul mot, déclame-t-il, un seul, pardon, mais je n'ai rien entendu. » Tout à coup, Emmanuel s'effondre, victime d'une crise d'épilepsie. Magali craque, la sœur de l'accusé s'effondre, elle aussi. La vérité est là. Maintenant, elle fait mal. Faut pas oublier que j'ai une cliente qui a eu mal, énormément mal. Là, vous me faites craquer au bout de 2 minutes, quoi. C'était pas l'objet recherché. Mais vous croyez qu'elle, vous savez combien de fois elle a craqué? Et combien de fois elle craque? Et qu'elle craque jusqu'à ce jour? L'audience est reprise, veuillez vous asseoir. Après les plaidoiries, le dernier mot est donné aux accusés. Seul Vincent prend la parole. « Je mérite la perpétuité. Il faut que je paye ma dette, dit-il. » Les jurés se retirent maintenant pour délibérer. Dans quelques heures, Magali connaîtra le sort réservé à ses bourreaux. Il est près de 21 h, l'audience reprend. Magali va connaître le verdict. La Cour et le jury, après avoir délibéré, condamnent l'accusé à la peine de 24 années de réclusion criminelle. Condamne l'accusé à la peine de 3 années d'emprisonnement. Avec les remises de peine, Vincent pourra sortir en 2021. Tout au long de ce procès, Magali n'a jamais exprimé aucune haine. Je sais pas vraiment. Ouais, qu'ils comprennent qu'ils recommencent plus. À 24 ans, Magali espère aujourd'hui reconstruire sa vie. Elle a décidé de quitter Strasbourg
et d'entamer une formation de vétérinaire. Tout de suite, le docteur Diablo. À Caracas, au Venezuela, cet avocat poursuit ceux qui ne remboursent pas leurs dettes. On fait appel à nos services parce que les gens cherchent ça. L'humiliation publique. Le déshonneur. Une technique efficace, 80% des mauvais payeurs acceptent de régler leurs dettes. Un procédé légal au Venezuela, mais interdit en France. C'est ridicule tout ça. C'est pas normal de venir chercher l'argent comme ça. Il y a d'autres façons de le faire. Faut parler et trouver un accord. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Mais d'abord, rebondissement dans l'affaire de la petite Élise, kidnappée tour à tour par son père français et sa mère russe. Je pense que vraiment la bonne solution pour que Élise ait une vraie relation avec sa mère, y compris à passer du temps en Russie, c'est que j'obtienne l'autorité en France et que je l'obtienne en Russie. Le juge aux affaires familiales en appelle à la médiation entre les parents. Moi, je n'abandonnerai pas mes enfants. Jamais. Je regrette que cette histoire, il est compliqué comme ça. Irina Belenkaya n'avait pas souri depuis longtemps. Irina est la mère russe de la petite Élise, dont elle se dispute la garde avec son père français. Elle est à Marseille depuis quelques jours avec Sacha, sa fille aînée, pour préparer sa rencontre avec Élise. Le 3 juillet dernier, le juge aux affaires familiales de Tarascon a rendu une décision importante. Il autorise Irina à voir Élise seulement 3 fois par mois dans les locaux d'une association marseillaise. Il a laissé la garde et l'autorité parentale exclusive à son père, Jean-Michel André. Pour Irina, c'est une grosse déception. Elle juge la décision beaucoup trop restrictive. Je peux voir Lisa dans la maison sans aucune possibilité de sortir. Ça veut dire que je ne peux pas prendre les eaux et je ne peux pas aller sur la mer, si vous voulez. Donc ça veut dire que oui, je peux voir les eaux dans la chambre, toute fermée. Je ne sais pas s'il y a la fenêtre. J'espère. Mais oui, pour moi, c'est comme la prison. 9 heures par mois, Lisa a droit de me voir. Autant que M. André, il a tous les droits. Moi, je n'ai pas l'autorité parentale. De son côté, à Arles, Jean-Michel André, le père d'Élise, est soulagé par cette décision de justice. Il conserve la garde et l'autorité parentale exclusive. Pour lui, le juge a tranché dans l'intérêt de sa fille. Oui, c'est une bonne décision pour Élise. Vraiment, c'est une bonne décision. Elle est mesurée. Elle est à la hauteur de la difficulté de la situation, y compris le danger. Et puis c'est une décision qui pointe vers une étape, une seconde étape, et que l'on arrivera à atteindre si les parties sont à la hauteur. C'est-à-dire si Irina y met du sien aussi. Élise, c'est l'histoire d'une fillette binationale déchirée entre une mère russe et un père français, qui ont enlevé leur fille à tour de rôle depuis leur séparation. Mais comment Irina et Jean-Michel en sont-ils arrivés là? L'histoire commence en 2004. Irina, jeune géologue russe, épouse Jean-Michel, un océanographe français de 15 ans son aîné. Élise naît le 2 novembre 2005 à Moscou. La famille s'installe en France, mais 2 ans plus tard, le couple se brise et Jean-Michel demande le divorce. Irina s'enfuit en Russie avec Élise. Du coup, la justice française accorde la garde d'Élise à Jean-Michel, qui engage un détective privé et réussit à enlever la petite, par surprise, à Moscou en 2008. Il ramène sa fille en France, mais en mars dernier,
Accompagnée par 2 hommes de main qui agressent Jean-Michel, Irina kidnappe à son tour Élise près d'Avignon. Après une cavale de 24 jours à travers l'Europe, elle est arrêtée à la frontière entre la Hongrie et l'Ukraine et emprisonnée à Budapest. Irina reste en prison à Budapest. Élise est alors rendue à son père. Après 1 mois et demi passé dans les prisons hongroises, Irina est extradée vers la France en juin dernier pour être présentée au tribunal d'Aix-en-Provence. Elle est poursuivie pour l'enlèvement de sa fille et risque jusqu'à 10 ans de prison. Elle est auditionnée pendant plus de 5 heures par le juge d'instruction. Il est 23 h quand le procureur de la République annonce la décision de la justice. Elle a été, comme vous l'avez vu, longuement entendue par le magistrat instructeur et à l'issue de l'interrogatoire, elle a été laissée en liberté et placée sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du ministère public. Quelques minutes plus tard, Irina ressort libre. Elle est prise en charge par le négociateur russe, à ses côtés. On va faire ça derrière des grilles quand même. Oh. On recule tous là. Vous pensez revoir Élise bientôt? Bien sûr. Bien sûr. Mais depuis ce jour-là, Irina n'a revu Élise qu'à 2 reprises. Une première fois 30 minutes et une deuxième fois 15 minutes uniquement, en présence du père de la fillette. Aujourd'hui, Irina se rend dans les locaux d'une association marseillaise, l'Archipel. C'est là qu'elle sera autorisée à revoir sa fille. Elle s'y rend avec Sacha car elle souhaite que sa fille aînée puisse renouer avec sa petite sœur lors de ses visites. À sa sortie, Irina semble satisfaite. Ah, c'était très bien. La dame, elle était très gentille. Elle essaye de nous aider. En fait, très bien. Et la place est jolie. Jolie, oui. C'est joli, mais ce n'est pas comme je pensais. Il y a le petit jardin. Il y a beaucoup de choses pour jouer. Non, ça va. Mais pour elle, voir sa fille dans ces conditions reste quand même une injustice. Je n'ai pas contente. Le jugement elle était pris le 3 juillet. Je vais voir les heures. C'était quand le mercredi, c'est 15. Pourquoi il faut que je suis contente? Non, je ne suis pas contente. C'est trop long? Bien sûr. Bien sûr. La crainte de Jean-Michel, c'est qu'Irina parte de nouveau en Russie avec sa fille et qu'il ne la revoie plus comme en 2007. La confiance s'est rompue entre les 2 parents depuis leur séparation et chacun a peur d'un nouvel enlèvement. Pour garder le contrôle sur sa fille, il souhaite la totalité des droits en France comme à l'étranger. C'est pas que j'ai peur, c'est que je fais tout pour qu'elle ne l'enlève pas. C'est beaucoup plus précis que ça. Je suis vraiment soulagé des conditions des rencontres aussi, parce que moi, je ne peux pas passer 24 heures sur 24 à surveiller un appartement ou un autre. Je pense que vraiment la bonne solution pour que Élise ait une vraie relation avec sa mère, y compris à passer du temps en Russie, c'est que j'obtienne l'autorité en France et que je l'obtienne en Russie. Le juge aux affaires familiales laisse 4 mois à Irina et Jean-Michel pour renouer le dialogue. Dans son jugement, il a ordonné une médiation pour les forcer à s'asseoir autour d'une table avec un médiateur et se mettre d'accord dans l'intérêt de leur fille. Il faut qu'il y ait un dialogue. Comment est-ce que vous voulez qu'on le fasse? À partir du moment où on arrivera enfin à un moment où elle passe des bras de l'un au bras de l'autre, puisqu'elle ne sera pas dans les 4 bras en même temps, ça n'est plus imaginable. Comment est-ce que vous voulez qu'on assure le passage d'un bras à l'autre si on n'est pas capable de se parler et de dire bon oui elle est un petit peu patraque parce que si c'est là, ah tu sais il serait bien que tu arrives un petit peu plus tôt parce qu'elle va aller faire un match de water-polo, je ne sais quoi, comment est-ce qu'on fait pour organiser la vie en pratique? Et là en plus ce sera entre la France et la Russie. Enfin bon, voilà. Le problème c'est qu'Irina et Jean-Michel ne se parlent plus depuis plusieurs années.
Jusqu'à présent, les précédentes tentatives de médiation, 5 au total, ont toutes échoué. Mais cette fois, les parents semblent décidés à faire un effort. Donc, je parlais avec la madame médiatrice au téléphone. Peut-être on va essayer, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir pour ça. Pour le moment, il n'y a que des paroles. Des paroles, des paroles, des paroles. C'est tout. Une bonne image de père avec l'enfant et des paroles. C'est tout ce que je vois. Mais dans tout cas, on va essayer. On va essayer de parler avec M. André. Voilà, donc je suis extrêmement soulagé parce qu'Élise et moi, on a un futur. Là. Un futur, c'est déjà un été. Et puis cette décision, dans sa mesure, elle permet aussi de passer à l'étape d'après si les protagonistes sont à la hauteur. Moi, je n'abandonnerai pas mes enfants. Jamais. Je regrette que cette histoire, il est compliqué comme ça. La meilleure solution pour Lisa, moi, je pense que c'est habiter avec sa sœur, avec sa famille, avec moi, à Moscou. C'est le meilleur. Mais on a proposé à M. André 50-50, parce qu'on a pensé que c'est honnête. M. André, il nous proposait 1 heure sur la gare Saint-Charles à Marseille. 1 heure par mois, je pense. Il a pensé que c'est honnête aussi. C'est comme ça. La principale victime dans cette bataille, c'est la petite Élise. À 3 ans et demi, elle a déjà connu plusieurs enlèvements et changé à maintes reprises d'environnement. Quel avenir pour cette petite fille si les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord? Pour Irina, le cadre qu'elle offre à Élise serait le plus approprié. Monsieur André, il n'y a pas l'appartement. Elle ne travaille pas. Élise, elle reste avec les parents de Monsieur André. Est-ce que c'est la vie normale pour l'homme de 50 ans? Est-ce que c'est normal? André aussi, non, c'est pas normal. Il parle beaucoup de son maison, mais il construit sur sa maison pendant 17 ans. 17 ans. Est-ce que c'est normal? Épaulée par un membre d'une association, Irina essaye d'organiser sa nouvelle vie en France pour tenter de voir sa fille le plus souvent possible. Mais l'association Archipel, qui doit superviser ses rencontres avec Élise, est fermée au mois d'août. Aujourd'hui, Irina ne sait toujours pas quand elle pourra voir sa fille. Élise, quant à elle, passera l'été avec son père dans le sud de la France. Caracas, capitale du Venezuela. La situation économique du pays est difficile. Pour vivre, les gens sont souvent obligés de se débrouiller comme ils peuvent. Quand ils empruntent de l'argent à leur entourage, ils oublient parfois de le rembourser. Rodrigo Herrera est avocat. C'est surtout l'ennemi des mauvais payeurs. Depuis 10 ans, il dirige un cabinet spécialisé dans le recouvrement de dettes. Ses bureaux se trouvent dans un grand hôtel en plein centre-ville. Mais ici, Maître Herrera est connu comme le Docteur Diablo. La mise en scène, c'est son fonds de commerce. Personnel en uniforme, chien d'attaque et carabine à plomb. Voilà, ça me plaît bien les gars. Parfait. Ici, tout est fait pour impressionner le client. Bonjour, comment ça va tout le monde? Ça va bien, mademoiselle? Ici, c'est le purgatoire. C'est ici que se tient Docteur Diablo. Voici la réception et mademoiselle qui travaille avec nous. Voilà le panorama. Derrière ce costume diabolique, Maître Herrera. Il utilise cette image du diable pour récupérer l'argent de ses clients. Au Venezuela, tout ceci est parfaitement légal. Et vous allez le voir, très efficace. On envoie d'abord au débiteur une citation.
Si le citoyen ne répond pas à notre appel, on envoie une seconde citation. En leur communiquant que s'ils ne se présentent pas à notre bureau pour régler leurs dettes, on va devoir leur envoyer notre commando anti-mauvais payeur qui utilise la figure méphistophélique du diable. Reynaldo Acuna est médecin dans une clinique de Caracas. Une entreprise lui doit de l'argent depuis plus d'1 an. Un de mes fils s'est marié. Il a engagé les services d'une agence qui organise des fêtes. Mais cette entreprise n'a pas du tout respecté les conditions du contrat passé. Et mon fils avait déjà versé une avance. Mais maintenant, comme ils n'ont pas respecté les conditions du contrat, il faut absolument qu'ils nous remboursent. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Le docteur Diablo a déjà envoyé 2 sommations restées sans suite. Il va maintenant utiliser les grands moyens. On fait appel à nos services parce que les gens cherchent ça. L'humiliation publique. Le déshonneur. La stratégie du docteur Diablo vise à humilier publiquement les mauvais payeurs. Vous avez rendez-vous avec le diable. Les actions commando du docteur Diablo sont soigneusement préparées. Ici, on ne lésine pas sur les moyens. La diablesse est Miss Bikini en personne et le pistolet chargé à balles réelles. Pourquoi vous y allez armé? Vous savez, parce qu'on a une opération aujourd'hui et c'est mieux d'être prévoyant. Et pour des cas comme ça, 2 précautions valent mieux qu'une. 12 personnes participent à l'opération. 3 voitures, une diablesse, un diable, des gardes du corps et un chien. L'opération commando est lancée. Sur place, devant l'entreprise qui doit de l'argent, l'essentiel du travail du commando est de se faire remarquer. Et c'est plutôt réussi. C'est Maître Morales qui va mener les négociations. Le docteur Acuna a souhaité assister à l'humiliation publique de son débiteur, qui pour l'instant ne se doute de rien. C'est vous le patron? Faites de la place. Laissez passer le docteur Acuna, s'il vous plaît. Écoute, je viens simplement t'apporter une citation. Docteur Acuna, comment ça va? Moi, je vous parle volontiers si vous voulez qu'on discute, mais ici, à l'intérieur. Attendez, s'il vous plaît, sortez avec le chien. C'est mieux. Ne m'envahissez pas. Je m'excuse. Il faut que vous sortiez. Dehors, pas ici en envahissant mon bureau. Je vous explique. On va faire quelque chose. Moi, je te signe ce que j'ai à signer. Je n'ai aucun problème, docteur. Bien. Écoute-moi, calme-toi. Mais je ne peux pas me calmer dans ces conditions. Il faut que tu te calmes si tu veux qu'on discute. Le commando accepte de sortir. Le mauvais payeur prend la précaution de fermer à clé, mais El Diablo n'est pas loin. On va faire un premier paiement en août. Tu payes 50% de la dette en août. Le 15 août. Non, à la fin du mois d'août. Parfait. 50% de la dette. D'accord, j'accepte ce paiement. 50% fin août, et fin septembre, tu payes les autres 50%, et c'est fini. Faisons plutôt 2 paiements en septembre et octobre.
D'accord, on va faire comme ça. Septembre-octobre, docteur. Maintenant, je suis prise à la gorge, mais je veux rembourser. On fait comme ça, c'est très bien. La négociation a duré moins de 15 minutes. Voici ta copie, signe ici. Et mets la date et l'heure. Hein. Tu peux nous appeler ou appeler le docteur s'il y a un problème. J'ai la carte. Comment peut-on venir chercher de l'argent de cette manière-là? J'ai du mal à comprendre. Je me sens mal, je me sens offensé, je me sens prêt à fermer mon agence et à quitter le Venezuela. C'est ça que je ressens. Je ne veux plus jamais les revoir. Ça me paraît dégoûtant. Du pire mauvais goût. Tout ça est dégoûtant. C'est comme si on tuait quelqu'un. Vous avez parfois pitié des débiteurs? Je ne peux pas ressentir de pitié, ni de douleur ou de joie d'ailleurs, pour une personne qui se moque de moi, de ma bonne foi et de la dette de notre client. C'est ridicule tout ça. C'est pas normal de venir chercher l'argent comme ça. Il y a d'autres façons de le faire. Ils ont parlé et trouvé un accord. Je ne comprends pas comment on peut en arriver là. Mission accomplie pour le docteur Diablo, qui veillera à ce que le mauvais payeur respecte bien ses échéances. 80% des opérations se soldent par un succès, et le docteur Diablo touche 15% de l'argent récupéré. Un système légal au Venezuela, mais interdit en France, où l'on doit avoir recours aux tribunaux pour récupérer son argent. Fait divers le MAG revient à la rentrée, non plus sur France 2, mais sur France 3, le dimanche, à 16h. Bonnes vacances et à bientôt.